Vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Quelles conséquences pour les salariés avec Aliénor Chalot, avocate, directrice du pôle droit social au sein du cabinet Cooper. On parlera également de l'accès à la réglementation dans le domaine banque, finance et assurance avec Christian Lehir, associé de Regman. Et enfin, comment améliorer la gestion du secrétariat juridique avec Loïc Legoas, président de Legal Vision. On débute tout de suite ce Lex Inside avec Aliénor Chalot. Aliénor Chalot, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc on va parler ensemble des mesures pour le pouvoir d'achat, quelles conséquences pour les salariés, et on va commencer sur la prime de valeur. Qu'est-ce que c'est cette prime et comment fonctionne-t-elle ? Alors, la prime de partage de la valeur, c'est une prime qui vient remplacer l'ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite aussi prime Macron, qui avait été créée en 2019 dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, puis renouvelée en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire. Ce dispositif, il est désormais ancré dans le temps. Ce dispositif, il ne modifie pas en réalité le principe qui était celui de la prime PEPA antérieurement, c'est que cette prime, elle est facultative pour l'employeur. Il peut, ou s'il ne le souhaite pas, ne pas la mettre en place au bénéfice des salariés. Alors, le dispositif est ancré dans le temps, mais il entre en vigueur à partir du 1er juillet 2022, mais avec deux phases. On a une première phase, 1er juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Cette prime, elle peut être octroyée à tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. Et si c'est bien le cas, si ces salariés ont une rémunération inférieure à 3 SMIC, elle va être exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu, sous réserve qu'elle soit inférieure ou égale à 3 000 € par an et par salarié. Dans la mesure où en début d'année, on avait encore la prime PEPA qui était applicable, en cas de cumul, en cas de cumul prime PEPA et prime... Il y a un prorata ? Alors, ce n'est pas un prorata, mais pour l'exonération sur l'impôt sur le revenu, c'est un maximum de 6 000 €. Donc, on a une augmentation de l'exonération. À partir du 1er janvier 2024, eh bien, tous les salariés, cette fois-ci, pourront en bénéficier avec une exonération. Mais cette exonération ne concernera plus que les cotisations sociales. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2024, eh bien, les salariés devront verser de la CSG-CRDS sur cette prime et également qu'elle sera imposable pour eux. Toujours la limite de 3 000 € ou 6 000 € en cas d'accord collectif prévoyant l'intéressement. Alors évoquons maintenant les heures supplémentaires. Qu'est-ce que les lois prévoient en la matière ? Alors, les deux lois de cet été, loi pour le pouvoir d'achat et loi de finances rectificative, prévoient effectivement que les heures supplémentaires vont être moins coûteuses pour les entreprises de moyenne taille et également moins imposées pour les salariés. Alors, la première loi de pouvoir d'achat prévoit effectivement que pour les entreprises entre 20 et moins de 250 salariés, eh bien, en cas d'heures supplémentaires effectuées par les salariés, l'entreprise va bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale sur la somme qu'elle versera donc en rémunération de ces heures supplémentaires. Et ce dispositif est également applicable en cas de salariés qui ont un forfait annuel en jours et qui renonceraient à certains jours de repos dans leur forfait annuel en jours. Concernant cette fois-ci les salariés, eh bien, la loi de finances rectificative vient nous dire que le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu, qui était antérieurement de 5 000 €, augmente à 7 500 € par an et par salarié pour les heures supplémentaires qui sont effectuées par les salariés. Ce dispositif est également applicable en cas de salarié à temps partiel aux heures complémentaires et puis également en cas de rachat de JRTT. Alors justement, évoquons le rachat de RTT. Concrètement, que prévoit la loi de finances rectificative ? La loi de finances rectificative, elle offre cette possibilité aux salariés de demander à leur employeur s'il accepte effectivement qu'ils rachètent leur JRTT, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus prendre leur repos, leur JRTT, mais qu'ils vont percevoir à la place de la rémunération. Et cette fois-ci, cette rémunération, elle doit être majorée
à minima 10% si un accord collectif le prévoit, et à défaut d'accord collectif le prévoyant, 25% de majoration. Donc en réalité, ça va venir augmenter le pouvoir d'achat des salariés puisqu'ils vont pas se reposer, mais ils vont percevoir de la rémunération en contrepartie. Et si c'est le cas, eh bien, il y aura de nouveau un régime social et fiscal de faveur, donc dans la limite de 7 500 € par an et par salarié, pas d'imposition sur le revenu et pas de cotisation sociale, mais en revanche CSG, CRDS. Pour terminer, que prévoit la loi de finances rectificative concernant les frais de transport domicile-travail ? Alors, la loi de finances rectificative vient apporter 3 modifications aux, justement, dispositifs déjà applicables, qui sont au nombre de 3, sur les frais de transport. Le premier dispositif qui est modifié, c'est la prise en charge par les employeurs d'une partie de 50%, nous dit la loi, c'est un minimum, 50% du prix de l'abonnement à des transports collectifs type métro, bus, vélo, etc. Donc, cette obligation, prendre en charge 50% du prix de l'abonnement, eh bien, elle est corrélée avec une exonération sociale pour l'employeur. Il n'y a pas de charge sociale sur ce montant. Et puis aussi à une exonération fiscale pour le salarié, puisqu'il ne va pas, payer d'impôt sur le revenu sur ce montant. La loi de finances rectificative, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'elle vient en fait encourager les employeurs à verser plus que leur obligation légale, plus que 50% du prix de l'abonnement. Et dans la limite de 75% du prix de l'abonnement, eh bien, il y aura une exonération sociale et fiscale. Ça, c'est le premier dispositif qui est modifié par la loi de finances rectificative. Le second, c'est la prime de transport. La prime de transport, c'est une prime facultative, donc l'employeur, cette fois-ci, n'est pas obligé de la verser, pour en fait aider les salariés à prendre en charge leurs frais de carburant. Cette prime, elle est exonérée socialement seulement si les salariés entrent dans certaines situations, donc essentiellement si leur domicile est éloigné d'un mode de transport en commun, qu'ils ne peuvent pas le prendre, et que leurs horaires rendent indispensable l'utilisation d'un véhicule personnel. Eh bien, cette prime, donc jusqu'à présent, elle pourrait être exonérée, elle devait être versée seulement à ces salariés qui remplissaient ces conditions. Désormais, elle est ouverte à tous, donc l'exonération fonctionnera aussi même s'il n'y a plus ces conditions de rempli. Et donc, elle pourra se cumuler avec la prise en charge de l'abonnement transport commun qu'on a vu en premier. Et dernier dispositif, c'est le forfait mobilité durable. Alors là, c'est une prime également facultative. À nouveau, c'est l'employeur qui peut la mettre en place s'il le souhaite et qui vient compenser certains frais engendrés par les salariés, mais qui sont des frais engendrés pour des transports plus verts, c'est-à-dire trottinettes électriques, vélos électriques, etc., covoiturage. Et là, en fait, les seuils d'exonération sociale et fiscale vont effectivement augmenter pour 2022 et pour 2023. Et puis, on a un dispositif qui entre, en revanche, cette fois-ci dans le temps, donc sans limitation de durée, où la possibilité d'être exonéré passe de 600 à 800 € en cas de cumul forfait mobilité durable et prise en charge des transports en commun, le premier dispositif. Je vous remercie, Aliénor Chalot. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle droit social au sein du cabinet Cooper. Merci Arnaud, bonne journée. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. RegMine facilite l'accès à la réglementation dans le domaine financier. On en parle tout de suite avec Christian Lehir, associé de RegMine. Christian, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que RegMine ? Alors, RegMine, effectivement, c'est un site internet qui facilite l'accès à la réglementation en matière de banque, finance et assurance. Alors, on peut décrire RegMine selon 3 axes principaux. Tout d'abord, RegMine, c'est un one-stop shop, c'est-à-dire un accès unique à l'ensemble de cette réglementation. Le deuxième élément important de RegMine, c'est qu'il offre la possibilité de faire une veille
granulaire pour les utilisateurs, c'est-à-dire de choisir les domaines d'intérêt que chaque utilisateur peut avoir sur cette réglementation, qui est vaste et qui est mouvante. Le troisième élément de RegMind, c'est que c'est un site collaboratif, ce qui permet de gérer ces problématiques réglementaires en équipe. Concrètement, comment ça marche? Alors concrètement, ça facilite la vie de l'utilisateur. Hein, donc cette idée de veille granulaire à laquelle on a associé un certain nombre de fonctions qui simplifient l'accès à cette réglementation. Par exemple, on a les liens entre les textes, on a des vues à 360, on a des comparaisons automatiques, donc un certain nombre de fonctionnalités qui rendent plus aisé l'accès à la réglementation banque, finance et assurance. L'objectif final, évidemment, c'est de réduire les risques en matière de conformité pour les établissements. Un exemple, c'est celui d'un outil qu'on a mis en place pour l'analyse des sanctions des régulateurs. C'est un bon moyen qui est apprécié d'ailleurs de nos clients pour procéder à l'analyse des sanctions réglementaires et mettre en place les actions qui sont nécessaires au sein des établissements. Revenons sur la genèse de RegMind. Comment est né ce projet? Alors, ce projet est né en fait d'une rencontre. D'un côté, en ma qualité de directeur juridique de Natixis, je cherchais un outil qui vienne aider les juristes de la banque à accéder à la réglementation pour leur permettre de conserver leur expertise. Et puis, on est dans un monde qui est foisonnant de réglementation. Il y a des nouveaux sujets qui apparaissent. Et donc, comment aider les juristes à maintenir leur connaissance sur certains sujets? Je vais prendre l'exemple de la finance durable ou des actifs numériques. De l'autre côté, j'ai rencontré une legal tech qui était issue de Mines Paris Tech et qui m'a dit, voilà, on comprend votre besoin et nous, on pense avoir la solution qui peut remplir ce besoin. Et donc, effectivement, c'est bien le cas. C'était pas de la vantardise. RegMind est doté d'une technologie très innovante. Et donc, nous avons décidé de mettre nos compétences en commun. Et avec l'aide de Natixis, nous avons fait un premier MVP, un Minimum Viable Product. Et c'était le début de l'aventure de RegMind. Alors, revenons maintenant à aujourd'hui. Où en est RegMind? Quelles sont les perspectives de développement? Alors, RegMind aujourd'hui est une entreprise qui se développe sur le marché français. Et notre objectif à court terme est de continuer cette pénétration sur le marché français. Un certain nombre de gros établissements bancaires nous font déjà confiance. L'objectif est de continuer à développer auprès de ces établissements. Et on va viser aussi des établissements bancaires peut-être plus petits. Et les sociétés de gestion font aussi partie de nos cibles. Alors, on a aussi un objectif européen. Et ça, cette ambition a été en germe dès la création de RegMind. Donc, RegMind, on peut considérer qu'il y a une potentiel de croissance très forte au niveau européen. D'abord, il y a un besoin de nos clients qu'on ressent au quotidien quand on est avec eux sur ces problématiques de réglementation. Et puis, RegMind est doté de cette technologie qui nous permet de répondre à cette ambition. Et d'ailleurs, j'ai quitté Natixis, j'ai quitté le groupe Natixis, dont j'étais le directeur juridique, pour me consacrer pleinement au développement de RegMind. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Christian Lehir d'avoir présenté RegMind. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Comment améliorer la gestion du secrétariat juridique? On en parle tout de suite avec mon invité Loïc Legoas, président de Legal Vision. Loïc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, quel est votre regard sur la transformation numérique dans le monde du droit? La transformation du numérique et de l'activité juridique plus généralement, elle est très importante ces dernières années. On n'a jamais vu une vitesse de transformation aussi forte dans notre secteur et il y a une forte demande des professionnels du droit, les avocats, les notaires et les juristes dans les directions juridiques pour avoir des outils plus performants et d'être accompagnés dans ce changement. Alors je l'ai dit, vous êtes président de Legal Vision. Qu'est-ce que Legal Vision ? Legal Vision, c'est une legal tech qui digitalise le secrétariat juridique
et qui accompagne ces professionnels du droit dans la gestion de la vie des sociétés. Concrètement, comment ça marche ? Concrètement, toute direction juridique, avocat, expert comptable doit réaliser un nombre important d'opérations juridiques pour les créations de sociétés, pour les modifications de sociétés, pour les fermetures de celles-ci notamment. Ils doivent générer des documents juridiques, ils doivent aller collecter des signatures sur ces documents, ils doivent collecter des pièces obligatoires auprès de leurs clients, ils doivent réaliser les formalités juridiques auprès du greffe et de l'ensemble des autres organismes, ils doivent mettre à jour les statuts des sociétés et les registres dématérialisés, bref, beaucoup de choses, et leur objectif, c'est de nous les déléguer pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui fait vraiment leur valeur ajoutée, c'est le conseil auprès de leurs clients et un peu moins les opérations chronophages et rébarbatives. Alors concrètement, quelle est la typologie de votre clientèle ? Donc nos clients sont composés d'avocats qui font beaucoup de corporate, d'experts comptables sur tout leur pan juridique de leur activité, et les notaires, que l'on appelle les notaires conseils en entreprise, qui réalisent beaucoup d'opérations en droit des affaires et notamment en droit des sociétés pour leurs clients. Quelles sont vos perspectives de développement ? Les perspectives sont très importantes puisque nous avons aujourd'hui 800 clients professionnels du droit, il y en a 60 000 qui réalisent des opérations juridiques seulement sur le marché français. Voilà, ça nous laisse des perspectives très intéressantes. Aujourd'hui, 65 collaborateurs, on vise les 120 en 2025. On va conclure là-dessus. Merci Loïc Le Goaz d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.